Si vous nous rejoignez, nous émettons à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est 19h30, c'est l'heure de votre édition d'actualité. Tout de suite, le sommaire. Le Maroc est disqualifié de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue du 17 janvier au 8 février 2015. Ainsi, on a décidé la CAF après le refus du Maroc d'abriter la compétition pour des raisons de santé publique dues au virus Ebola. Le pays qui abritera la dite compétition sera connu sous peu. Vous consommez lourd avant d'aller au lit. Mais attention, les experts nous préviennent des conséquences néfastes qui peuvent en découler. Mini-enquête à suivre dans ce journal. Et puis affaire Bemba, Kilolo et allié, la chambre préliminaire 2 renvoie les 5 suspects en procès. Il a été confirmé en partie les charges d'atteinte à l'administration de la justice à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Fidel Babala, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Manguenda et de Narcisse Arido. Mais merci à vous de nous rejoindre. La chambre préliminaire 2 conclut qu'il y avait bien des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les suspects auraient commis dans le cadre de la dite affaire des atteintes à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages. Ces atteintes, toutes commises entre la fin de 2011 et le 14 novembre 2013 dans divers lieux, incluant la subornation des témoins pour leur avoir donné de l'argent et des instructions afin qu'ils produisent de faux témoignages, mais également la production d'éléments de preuve faux ou falsifiés. La Chambre a également rejeté la requête de la défense aux fins d'arrêt procédure. Pour rappel, la Chambre de préliminaire avait ordonné la mise en liberté provisoire d'Aimé Kilolo, Jean-Jacques Manguenda et Narcisse Arido, ainsi que Fidel Babala. Autre chose, 2 morts aux côtés de plusieurs dégâts matériels et blessés, c'est le bilan qui découle justement de ces tensions observées ce matin entre les habitants de la localité de Mbaou et de la cité d'Oicha et les forces de la MONUSCO en patrouille conjointe avec les forces gouvernementales dans la soirée d'hier. Depuis Béni, notre permanent dans la région, Eric Asmoussi. La première victime, Kambale Sombolani, est tombée les premières heures de la soirée du lundi 10 novembre 2014 en localité de Mbaou, située à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Béni. Selon les sources de la division de l'information publique au sein de la MONUSCO Béni Lubero, l'incident est survenu quand la mission onusienne et les forces gouvernementales étaient en patrouille conjointe en direction de la localité Ringeti. Selon les mêmes sources, la population avait déjà érigé des barricades sur la nationale numéro 4 dont les seuls objectif d'empêcher les forces de la MONUSCO de franchir ces chefs-lieux du groupement Bambouba Kisiki. Selon la société civile locale, dans sa chaîne de commandement, la population acquise la mission onusienne de soutenir les forces du mal dont le rebelle ougandais ADF qui ont perpétré des carnages en ville et territoire de Béni il y a peu. La deuxième victime, Zéphanie Taximen de son état, est tombée sur les coups de tirs de sommation en pleine cité d'Oicha quand les éléments de l'ordre voulaient récupérer le corps du pauvre Sombolani des mains des habitants. Du côté du chef de bureau MONUSCO Béni Lubero, Jacob Mogeni, une autopsie doit être faite pour établir la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Par ailleurs, l'administrateur du territoire de Béni, Bernard Amissi Kalonda, a appelé la population au calme et à la retenue. En outre, l'autorité territoriale a lancé un message de condoléances aux familles des victimes tout en promettant l'aboutissement d'enquête. Aux dernières nouvelles, nous venons d'apprendre que la première victime est déjà enterrée sous un fond de larmes par ses siens après un fonds alloué par la MONUSCO pour des cérémonies funèbres. Par contre, la deuxième victime sera mise en terre ce mercredi, ont précisé des sources locales. Revenons à Kinshasa où un corps sans vie a été retrouvé ce mardi dans l'avant-midi sur l'avenue Kokolo à Mbinza-Pigeon dans la commune de Ngaliema. La victime s'est vue arracher la vie par des hommes à main armée non autrement identifiés. D'après des témoins du quartier, les faits se sont produits à 3 h du matin, heure à laquelle d'ailleurs des coups de feu ont été entendus. Bibi Chungoua. Ce corps gît sur le sol depuis 3 h du matin. La victime dont la vie a été ôtée brutalement n'a pas réussi à sauver sa peau devant des hommes à main armée. C'était autour de 3 h du matin. Nous avions entendu 3 coups de feu. Nous sommes sans défense. D'où il n'y a pas eu moyen de sortir, dit cet homme. Dans ce cas, ce problème de meurtre n'existe pas. Et nous sommes surpris de voir de tels actes se produire. Saisie de ce cas de meurtre, la police scientifique est descendue sur le lieu. Constat établi, le corps de la victime, dont l'identité n'a pas été révélée, a été criblé des balles au niveau de son organe génital. Là, nous avons retrouvé une douille
qui est à au moins 71 mètres de l'endroit où se trouve la victime. Une douille, c'est quoi? C'est une munition qui a été éjectée. Voilà. Et on a même trouvé une chemise, mais à une distance trop longue de l'endroit où se trouve le corps. C'est ce qui nous amène, vous nous voyez en train de chercher tout autour du corps, savoir comment cela est arrivé. Et nous sommes en train de faire nos constatations. En croire donc certains habitants de cette partie de la commune de Ngalema, des scènes du genre sont devenues légion. Vous avez donc reconnu la voix de Bibiche Kingombe. Une formation des formateurs en genre se tient actuellement à Zongo. Nous sommes là dans la province du Bas-Congo sur le concept genre et élection en prévision des prochaines échéances électorales. Des assises organisées par la Commission électorale nationale indépendante en collaboration avec l'ONU Femmes en faveur de la représentation accrue des femmes dans le processus. À plusieurs kilomètres de Kinshasa, près de cette chute merveilleuse des Zongo, 65 mètres de hauteur avec des pluies, des chutes qu'elle génère. Et c'est ici que se tient un séminaire d'imprégnation du concept des genres et élections, une rencontre organisée par la Commission électorale nationale indépendante en collaboration avec l'ONU Femmes. Objectif, intégrer le volet genre, ses implications, son application au niveau de la Commission électorale nationale indépendante et des mécanismes mettant la femme au centre du processus. Ce genre d'atelier constitue une occasion propice en vue de décortiquer les causes qui freinent les initiatives féminines et envisager en même temps des voies et moyens susceptibles de sortir la femme de sa situation actuelle. Le présent atelier est une preuve éloquente de l'engagement de la CENI à renforcer ses propres capacités dans la prise en compte du genre dans les cycles électoraux. Un partenariat CENI-ONU Femmes pour la promotion de la participation active des femmes aux postes électifs et l'émergence d'un leadership féminin transformationnel en RDC. Les femmes candidates et les femmes électrices qui dans leur ensemble constituent plus de 50% de la cible de la CENI pour l'atteinte des objectifs d'égalité du sexe dans le cycle électoral. L'atteinte de ces objectifs ne pourrait par ailleurs pas se faire sans que la CENI ne soit suffisamment outillée au niveau opérationnel et technique. En effet, la CENI devrait arriver à avoir la capacité nécessaire. L'intégration de la dimension genre, un droit fondamental de l'égalité, clé de réussite de l'institutionnalisation du genre au niveau de la CENI. Les hommes et les femmes sont concernés dans ces combats de rétablissement de l'équilibre entre hommes et femmes. Et cette politique globale qui est définie au niveau du ministère du genre, nous allons seulement nous y intégrer en ce qui concerne les volets genre. Le processus électoral, comment la CENI applique cette politique genre. Et ces échanges, l'on s'attend entre autres à l'identification de besoins selon les spécificités des problèmes, monter la stratégie globale et déterminer les activités à mener. Et dans un tout autre volet, après la première rencontre tenue en 2004 et la seconde en 2009, la République démocratique du Congo organisera le mois prochain la 3e conférence nationale sur la planification familiale. Et en marge de cette rencontre, les parties prenantes sollicitent le concours de la presse. Patricia Panzo. Du 2 au 5 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera la 3e conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale. Des assises qui réuniront des centaines de participants venus de divers secteurs autour du thème « Planification familiale, pilier du développement socio-économique de la RDC ». Au-delà des avantages purement sanitaires, il y a des avantages socio-économiques. C'est la mère qui en tire profit, elle peut être autonome, j'ai eu à le dire, elle a le temps pour elle de se consacrer aux études, à son travail, elle a le temps de se consacrer aux enfants. Les enfants eux-mêmes, ils ont le temps de bien grandir, ils ont le temps de pouvoir bénéficier de l'affection des parents, tout simplement parce qu'il n'y a pas des grossesses qui se suivent. Le papa aussi, il en tire profit. Les assises de 2014 sont cruciales car jusqu'à ces jours en RDC, les femmes continuent à mourir en donnant la vie. Nous sommes à 846 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Nous sommes parmi les derniers pays qui ont 3 chiffres de mortalité. Nous avons aussi des enfants qui meurent. Sur 100 enfants qui naissent aujourd'hui,
À 15 jours, il y a déjà 30 qui sont morts. Vous voyez, parce qu'ils ont été dans des conditions de vie qui ne sont pas normales. Donc nous voyons qu'il faut la planification familiale pour qu'il y ait l'espacement de naissance suffisant et pour que la femme fasse des enfants quand elle est dans un âge normal pour faire les enfants. À l'occasion d'un briefing à l'intention de la presse, les organisateurs ont sollicité l'implication des journalistes afin de sensibiliser davantage la population et briser les obstacles ainsi que les fausses rumeurs sur la planification familiale. Le lobbying mené par le Premier ministre Matata Ponyo fin octobre aux Pays-Bas porte déjà ses fruits. On en veut pour cette forte mission économique d'hommes d'affaires hollandais conduite par la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la coopération au développement, Madame Liliane Ploumen, qui est arrivée depuis le dimanche dernier ici sur place à Kinshasa. Et ce lundi, ces délégations d'hommes d'affaires hollandais œuvrant dans le secteur de la recherche, de l'information et de la communication, des infrastructures, de l'agriculture, mais également de la santé, a eu des échanges utiles à plusieurs niveaux en vue d'améliorer et renforcer les relations économiques entre les Pays-Bas et la République démocratique du Congo. This is a follow-up meeting, and it makes, I think it's very clear that the two countries want to cooperate more closely together in the area of trade and investment. Ça, c'est une réunion de suivi. C'est pour vous démontrer que les deux pays, la RDC et les Pays-Bas, doivent travailler et veulent travailler vraiment de manière étroite dans les échanges commerciaux. So we look forward to nous sommes désireux à renforcer nos relations entre les Pays-Bas et we can work together to surtout dans les domaines où nous pouvons travailler ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de tous les Congolais. And of course also Dutch entrepreneurs les entrepreneurs hollandais sont très intéressés à venir faire des investissements au Congo. To work with the very industrious and trade-minded people of et Congo. Travailler avec des gens qui aiment la passion dans les affaires et aussi dans les industries. And we think by having a strong economic growth that everyone can benefit from, that will also stabilize countries and regions. Et nous pensons qu'avec la croissance économique qui croît davantage, ça peut bénéficier à tout le monde et ça peut stabiliser davantage le pays. And then let me finally say that we had a very friendly encounter. J'aimerais vous dire que c'était une rencontre vraiment très amicale. And it was very good to see your Prime Minister. Encore une bonne chose que de revoir votre Premier ministre. In the sun of Kinshasa instead of the cold of The Hague. Ce soleil de Kinshasa au lieu du froid qu'il y avait à La Haye. Et pendant que les ex-députés François Gatchaba et Macha Guéronzé et Jérôme, invalidés en 2008 pour avoir rejoint le CNDP du triste célèbre Laurent Nkunda, devraient donc connaître leur sort au cours de la plénière de ce mardi, le bureau de l'Assemblée provinciale a annoncé la décision du ministre de l'Intérieur qui sursoit ce dossier, une décision pas bien du tout accueillie par les concernés, dont François Gatchaba. Pour le bureau de l'Assemblée provinciale, ces ex-députés devront prendre leur mal en patience, car le ministre de l'Intérieur, dans une correspondance officielle, aurait demandé à l'organe délibérant en province de surseoir ce dossier. Nkuba Kaombo Sylvestre est rapporteur de l'Assemblée provinciale. Nous, comme bureau, on avait écrit au ministre de l'Intérieur pour nous donner des éclaircissements sur la demande de certains anciens députés qui voulaient réintégrer l'Assemblée provinciale. Le ministre nous a dit que ce dossier-là, compte tenu de la situation que nous traversons, il faut d'abord le surseoir et attendre le moment venu. Surseoir, oui, mais les concernés sont plus catégoriques. Ces dossiers doivent se gérer au niveau de l'Assemblée provinciale. François Gatchaba est l'un d'entre ces ex-députés. Effectivement, nous avons adressé notre demande de réintégration à l'Assemblée provinciale. Nous sommes en train d'attendre la réaction de l'Assemblée parce que nous nous sommes adressés à l'Assemblée et il n'y a que cette Assemblée qui pourrait nous répondre. À mon avis, je pense que les interférences politiques ne peuvent pas obstruer ou empêcher l'Assemblée provinciale à faire son travail. L'Assemblée provinciale pourra faire son travail et s'il y a des interférences qui les bloquent, l'Assemblée provinciale n'a qu'à tirer des conséquences. Par rapport aux informations faisant état de la perturbation dans les jours proches des plénières de l'Assemblée provinciale par les sympathisants de ces ex-députés provinciaux, M.
Gachaba leur donne une mise en garde. Je leur demande de cesser avec la manière de salir les autres. Nous sommes au temps de reconstruire la paix et la concorde entre les fils et les filles de la province du Nord Kivu. Que ce soit nos électeurs, que ce soit nous-mêmes, nous attendons la décision que l'Assemblée provinciale prendra. Mais ceux qui propagent de telles informations, moi je les appellerai même les ennemis de la paix. Notons que c'est depuis le 24 juin 2014 que François Gachaba et Machagui Ronzei ont adressé leur lettre au bureau de l'Assemblée provinciale pour réintégrer cet organe délibérant. L'actualité du jour, c'est également à lire dans la presse en ligne, à travers donc les lignes. D'abord à lire dans le Figaro, au moins 47 morts dans un attentat suicide au Nigeria. L'explosion, note le journal, œuvre d'un kamikaze déguisé en écolier avait pour principale victime des élèves d'un collège du nord-est du pays. La police accuse Boko Haram, mais l'explosion s'est donc produite dans un établissement scolaire de Pontiskum, la capitale économique de l'état de Yobe, au nord-est du Nigeria. Et d'après les derniers éléments de l'enquête, elle aurait été provoquée par un kamikaze qui s'était introduit dans l'école déguisée en écolier. Les écoliers s'étaient rassemblés pour la réunion du matin lorsque quelque chose a explosé au milieu d'eux avec un bruit tonitruant à exactement 7h50, a déclaré un enseignant. À lire dans Dernière Heure, Belgique, à Hawaï, la lave a embrasé une première maison. La coulée principale s'est, semble-t-il, arrêtée à environ 150 mètres d'une route principale menant à la ville de Pafoa, à l'extrémité est de l'île, et la coulée de lave d'un volcan en éruption sur l'île de Hawaï, la plus grande de l'archipel, note le journal du même nom, a embrassé lundi une première habitation située sur son parcours. Selon les autorités, la lave surgit du volcan Kilauea qui brûle tout sur son passage, avait atteint la maison dimanche dernier. Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous ce soir Christophe Roussin. Bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes donc directeur délégué à l'Institut français de Kinshasa, Halte de la Gombe. Avec vous, nous allons nous entretenir justement au sujet d'une grande activité qui va se dérouler à Kinshasa, il faudrait le dire, la deuxième édition de la fête du livre de Kinshasa, qui est donc prévue du 12 au 16 novembre prochain. Tout à fait. Donc, c'est une trentaine d'auteurs congolais, belges, suisses, français, qui se réunissent donc depuis 2 ans maintenant, depuis l'année dernière, à l'initiative de plusieurs partenaires, dont l'Institut français, mais je voudrais quand même citer également le lycée français René Descartes, le lycée belge Prince de Liège, l'espace Texaf Bilembo, le centre Wallonie-Bruxelles, l'espace Sadi, l'Académie des Beaux-Arts. On a également le soutien de l'ambassade de Suisse. Donc voilà, c'est une manifestation quinoise, organisée par des institutions qui sont basées à Kinshasa, mais qui convie une trentaine d'auteurs congolais de Kinshasa, mais également congolais de Katanga. L'année dernière, on avait un auteur également Kivu. Ceux de la diaspora. Ceux de la diaspora, puisque nous aurons Bibi Mumbu notamment, nous aurons également Fiston Mwenza, qui nous viennent respectivement du Canada et d'Autriche. Des auteurs donc belges, j'en cite quelques-uns et quelques-unes, surtout Colette Brackman, Barli Barouti, qui est belgo-congolais, Liv Joris, et des auteurs également suisses comme Dounalou, qui ont écrit également sur le Congo, des auteurs français comme Apollo, comme Jean-Joseph Boileau, puisque nous avons également cette spécificité cette année d'avoir une connotation économique, puisqu'on a inscrit cette deuxième édition de la Fête du Livre dans le cadre de la mondialisation. Donc le sous-titre, si je peux l'appeler ainsi, de cette édition, c'est le Congo dans la mondialisation. Donc Jean-Joseph Boileau est un économiste chevronné et réputé. Il a écrit un livre sur la Chine d'Afrique qui traite notamment des relations entre la Chine, l'Inde et l'Afrique et aussi le Congo. Voilà, pas mal d'auteurs. Marie Dariussec également, qui est le prix Médicis 2013 pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes. Voilà, David Van Reybrouck, Congo une histoire, on ne le présente plus. Voilà, qui vient également pour la première fois pour cette édition de la deuxième. Alors, il faudrait quand même signaler que la fête du livre de Kinshasa n'est pas à confondre avec la fête, avec la Journée mondiale du livre.
Non, la Journée mondiale du livre, c'est un événement qui a lieu fin mars et qui est organisé dans tous les pays. Chacun ensuite peut inscrire une manifestation dans tous les centres culturels du monde dans ce cadre-là. Nous, c'est vraiment une fête quinoise qui est locale, mais qui essaye quand même d'élargir. Alors, quel est l'objectif justement poursuivi par cette fête du livre de Kinshasa? Je pense que c'est de redonner le goût de la lecture, de le donner aux plus jeunes et de le redonner à ceux qui l'auraient perdu. Mais moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que beaucoup de Quinois lisent, contrairement à ce qu'on dit. Contrairement à ce qu'on dit. Et la première édition a été un beau succès. C'est d'ailleurs pour ça qu'on réédite la deuxième édition. Et c'est pour effectivement donner une vision festive aussi de la lecture, que ça ne soit pas simplement pour les élèves la lecture obligatoire pour faire un commentaire de texte ou la lecture de ses devoirs ou de simplement de la presse, mais aussi une lecture plaisir de romans, de bandes dessinées, puisque c'est une des spécificités de l'année dernière, c'est qu'on a allié justement les auteurs de bandes dessinées, j'en ai cité déjà quelques-uns, avec des auteurs de romans ou d'essais. Donc tous les genres littéraires ou presque sont représentés, de la poésie, du slam, jusqu'à l'essai économique plus ardu. Alors vous êtes en train de dire justement que l'objectif, entre autres, c'est également de ressusciter ce goût de la lecture dans le chef des différents élèves. Alors comment est-ce que vous comptez justement un tout petit peu joindre ces écrivains déjà professionnels à ces différents élèves? Qu'est-il organisé concrètement pour les mettre ensemble autour d'une même table? Alors concrètement, pour les élèves, il y a des conférences spécifiques qui sont organisées avec notamment les partenaires habituels de l'Institut français, notamment les écoles congolaises avec lesquelles on travaille. Et on aura des face-à-face quotidiens, jeudi et vendredi qui viennent, matin et après-midi, entre des classes et des élèves congolaises et des auteurs. Donc on a fait des petits panels d'auteurs. Il y en a 3 ou 4 et ils discutent, ils échangent, il y a des lectures réciproques. Les auteurs lisent leurs textes, les élèves lisent les textes aussi, certains textes, et ils en discutent, ils échangent sur la vocation d'écrivain, sur le goût de la lecture. Et puis il y a des conférences spécifiques, plus thématiques, qui sont également ouvertes à tous, comme écrire le Congo, dessiner le Congo à l'Académie des Beaux-Arts, également des réflexions sur le patrimoine écrit congolais, comment le préserver. Et ça sera au centre Wallonie-Bruxelles. Voilà, donc des manifestations diverses, mais aussi des manifestations qu'on a plus l'habitude de voir dans des festivals. On aura également des concerts. Nous ouvrons demain soir la fête. Joindre l'utile à l'agréable. Voilà, j'espère que tout est agréable et tout sera utile. On l'espère bien. Alors des retombées déjà de la première édition, nous allons chuter par là. Oui. Vous avez des retombées déjà de la première édition de l'an dernier? Alors c'est peut-être un peu prématuré, parce que même si ça a 1 an, c'est difficile d'évaluer les retombées. On sait que certains auteurs et dessinateurs de bande dessinée ont trouvé des scénaristes comme ça. Notamment le tome 2 des Diamants de Kamituga de Séraphin Kajibouami, qui malheureusement ne sera pas présent, mais qui était l'auteur des Kivu, qui était présent l'année dernière, a été justement scénarisé par Apollo, qui était un auteur présent l'année dernière et qui revient cette année comme scénariste de bande dessinée. Donc voilà, il y a eu ces premiers échanges. Nous avons également un concours de BD, donc j'espère qu'effectivement ça débouchera, le vainqueur de ce concours pourra obtenir pourquoi pas une publication. C'était pas tout à fait le cas l'année dernière, mais en tout cas on a eu que des retombées positives de la part de tous ceux qui organisaient, de tous ceux qui ont fréquenté cette fête du livre, et voilà, on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée. Voilà. Christophe Ossin, je rappelle que vous êtes directeur délégué de l'Institut français de Kinshasa, Al de la Gombe. Et je vous dis déjà à nos plumes déjà à partir de demain. Merci à vous. C'était l'invité du journal. Nous vous l'avons annoncé à l'ouverture de cette édition d'actualité. Le souper gras avant d'aller au lit présente un danger donc pour la santé de tout humain. L'affirmation est d'une nutritionniste. Mais cette question fait l'objet d'un vrai débat ici sur place à Kinshasa, comme nous le fait savoir cette mini-enquête que je vous invite à suivre. Un super lourd a-t-il de conséquences sur la santé? La question brûle des lèvres dans plusieurs milieux à Kinshasa. Je suis tous les jours au travail et je rentre à la maison autour de 17h, 18h. Et c'est à ces heures-là que je me mets à préparer. Étant la seule femme à la maison, je n'ai donc pas le choix. 20h, 21h moins de Concernant ces mouvements, on est astreint à certaines obligations. Des fois, on peut atteindre 19h sans avoir le minimum. On arrive à la maison à 19h, on donne quelque chose à moi pour préparer, on commence à préparer à 19h. Peut-être pour espérer manger à 23h. En dépit de ces réalités, d'autres voix arrivent tout de même à observer des instructions des experts. Moi je prends mon repas du soir
vers 17h, 17h, 18h. Après 18h, je ne prends plus. C'est le conseil du docteur. Dans ce débat, c'est justement invité une experte, Mami Baouma, nutritionniste. S'il faut manger tout juste après 19h et dormir, ça c'est pas bon. Parce que là, vous allez dormir, vous ne laissez pas le corps le temps de digérer et d'utiliser les réserves, tout ce que vous avez emmagasiné. Parce que quand on dort, l'énergie qu'on utilise est très bas que quand on se déplace, on est éveillé. Et alors, quelle serait la solution pour un ventre affamé qui retourne tard chez soi? Et pour éviter qu'on puisse monter de temps en temps de poids, il faut éviter de manger des aliments gras la nuit. Mais si vers 19h ou 20h, tu consommais les fruits et des légumes et le pain par exemple, un petit pain, ça peut aller. Ce n'est pas si mauvais. Ça dépend de la composition des aliments que vous consommez. Des nouvelles habitudes doivent donc être prises pour éviter notamment... Allez, après la santé, nous parlons sport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est disqualifié de la compétition pour cause son refus d'abriter la compétition pour des raisons de santé publique, évoque-t-il, à cause de la maladie à virus Ebola. Le comité exécutif de l'organisation annoncera pour très prochainement le pays qui devra donc abriter cette 30e édition de la CAF. C'est la fin d'un long feuilleton. En dépit de l'insistance du Maroc de reporter la CAN 2015 pour des raisons de santé publique dues à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, la CAF a décidé de maintenir la compétition aux 2 dates prévues, soit du 17 janvier au 8 février 2015. C'était une incertitude clarifiée dès à présent. Le Maroc a officiellement refusé d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Décision qu'elle a fait savoir par la voix de son ministre de Sport. Le comité exécutif de la CAF a pris acte de cette décision tout en annonçant qu'elle fera connaître sous peu le prochain organisateur de la dite compétition. Depuis plusieurs semaines, un large flou planait autour de l'organisation de la prochaine et dans un communiqué rendu public ce mardi, la CAF souligne que la commission d'organisation de la dite compétition appliquera ultérieurement des dispositions réglementaires qui s'imposent dans pareille situation. L'assistante du football africain note par ailleurs dans le dit communiqué que le comité exécutif a pris note de la réception le 10 novembre dernier de quelques candidatures de certains pays africains qui souhaiteront organiser la dite compétition aux dates arrêtées. Ces candidatures sont actuellement sous examen. Le comité exécutif finalisera la sélection du pays retenu sous peu et confirmera également les lieux et la date du tirage au sort de la phase finale par la même occasion. A signaler toutefois que l'équipe marocaine est automatiquement disqualifiée et ne pourra donc pas prendre part à la 30e édition de la CAN 2015. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité qui est également en continu sur notre site internet www.bone-tv.com. Clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent à Port-Gentil au Gabon.